Bonjour et bienvenue dans cet épisode de la série Tracker Plus, le podcast de l'Écho qui s'intéresse au portefeuille des professionnels de la finance. Cette semaine, nous vous proposons d'écouter l'histoire de Margot Klein, businesswoman protéiforme. Elle a lancé l'an dernier le fonds tokenisé Héritage en Suisse. Cet épisode était déjà accessible aux abonnés de l'Écho. Nous le diffusons à présent dans la playlist du podcast Tracker, à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. C'est assez basique, quoi, mon portefeuille crypto, quoi. Je fais pas de folie, on va dire. Même pas une tentation de... Non. Je joue pas au casino, moi. Hein. Quand j'ai envie de me faire des frayeurs, je vais à la boxe, et puis voilà, tu vois. Mais c'est tout, je conduis, je sais pas, mais pas avec les investissements, je suis pas... Non. Celle qui ne joue pas avec son argent quand elle investit dans la crypto, c'est Margot Klein. Cette entrepreneuse à succès vient de lancer le fonds tokenisé Héritage. Très présente sur la toile, elle habite au bord du lac Léman, à Montreux, en Suisse. Notre invitée de la semaine nous a reçus chez elle pour nous parler innovation, tokenisation, business en ligne, mais surtout investissement. Dans cet épisode de Tracker Plus, Margot va jouer le jeu de notre podcast, tout comme 4 autres professionnels de la finance, que sont l'analyste Laura Roba, les économistes Christopher Dembick et Bernard Keppen et le spécialiste des marchés Tara Bendo. Pour cela, ils devront respecter les 2 règles de base de Tracker. 1. On se tutoie. 2. On parle à bâton rompu et sans tabou de son rapport à la bourse et de ses propres investissements. À leur écoute, vous pourrez déceler des conseils ou de l'inspiration pour mieux investir. Nos auditeurs et les membres du groupe Facebook Les Traqueurs de l'Écho auront aussi l'occasion d'interpeller Margot Klein avec une question spécifique à lui poser. L'entrepreneuse spécialisée dans les NFT va aussi retracer avec nous le long chemin réglementaire qu'elle a dû emprunter pour montrer patte blanche et permettre aux investisseurs particuliers de la suivre en toute sécurité. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker Plus, la série de podcasts de l'Écho où des experts de la finance nous ouvrent en exclusivité leur portefeuille personnel et nous révèlent leur stratégie d'investissement. Retour chez Margot Klein. Avant de créer son fonds Héritage, elle était tour à tour employée dans une boîte du CAC 40, pionnière dans le blogging en France ou encore coach aux nombreux followers. Elle a réussi à devenir millionnaire en l'espace de 4 ans, une expérience qu'elle a racontée juste avant la crise du Covid dans un livre, Bonjour Richesse. Mais vous allez l'entendre, notre professionnel de la semaine aime cultiver la discrétion. Pour moi, je suis nobody sur le lac Léman et personne ne sait ce que je fais, quoi. En fait, moi, il faut savoir que je me sous-évalue beaucoup. On dirait peut-être pas comme ça mon image internet, mais en réalité, je me dis jamais j'ai réussi, waouh, incroyable, je rayonne, waouh, je suis vue comme... Jamais. Donc, c'est peut-être un défaut, parce que des fois, je sais pas, je dois manquer des opportunités, je ne sais pas en fait, mais je ne me vois pas comme ça. Donc parfois, quand je vois qu'il y a des gens exceptionnels qui me suivent, des avocats, ils se battent pour faire partie du projet, c'est dur, ils continuent, je me dis mais vous êtes bizarre, pourquoi ? Ils me disent mais Margot, t'es pionnière, c'est incroyable ce que tu fais, t'es chiante mais waouh, on va y arriver quoi. J'ai du mal à le voir. Je sais qu'on me le dit, on me le montre aussi, mais moi non, je le vois pas. Par contre, au sein de ma communauté, les gens qui me suivent, oui, là je vois. Mais je me dis pas que je rayonne ou que je sais pas quoi. Je me dis cool, j'ai aidé une personne aujourd'hui, cool, j'ai aidé 7 personnes aujourd'hui, cool, j'ai répondu à ce message-là. Mais je le vois humain par humain. Mais du coup, j'ai un peu ce défaut-là où je vais jamais me dire bravo, félicitations Margot. J'apprends à faire ça en fait, parce que je le vois vraiment pas. Et du coup, ça me pose des problèmes parfois en fait. Quel genre de problème ? En fait, moi, je continue à vivre normalement comme si j'étais dans mon village de 6000 habitants et que personne me connaissait, quoi.
Sauf que on pourrait dire que c'est une qualité dans le sens où ça peut être c'est une forme, qualité, mais des fois quand tu te balades dans la rue ou dans Paris, puis tu sais que t'es pas coiffé, puis en pyjama, et qu'on te dit Margot Klein, tu te dis merde. Non, en fait, tu vois, ou que quand tu vas voir ton banquier, il s'est quitté. Il dit ah ouais, j'ai vu, ok, cool, super. Voici le directeur de la banque. Tu dis d'accord, en fait, on venait juste discuter. Je réalise pas. Pour moi, personne sait ce que je fais, quoi. Nous, en tout cas, on te connaît via des trackers qui nous ont parlé de toi. Mhm. On s'est renseigné, on a lu ton livre Bonjour Richesse. Pour toi, qu'est-ce que ça représente en fait, l'argent, la richesse, par rapport à ce que tu viens de nous dire justement? En fait, moi, je suis une éternelle compétitrice. Et moi, jamais, dans aucun domaine de ma vie, je vais me reposer sur mes acquis. Donc, c'est clair que dans les faits, aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de ressources financières que quand j'ai commencé et que j'étais à découvert. Ça, c'est sûr. Bon, après, ça fait 10 ans que je suis là-dedans, enfin, dans l'entrepreneuriat. Ça veut pas dire que tout le monde a ces résultats. Ça veut dire juste que je trouve pas ça exceptionnel comme résultat pour moi. Mais je sais qu'à chaque fois, les gens ils me disent « Mais non, t'es folle ». Mais moi, c'est ma réalité. Donc, voilà. Après, je sais que je fais des impacts. Le livre, il a cartonné. Quand on lance Héritage, il y a directement des milliers d'investisseurs. Donc, je veux dire, il y a des faits. Je suis quelqu'un de très rationnel. Je vois les faits. Je vois que ça progresse. Les chiffres d'affaires, ils progressent. Les clients, ils progressent. Héritage progresse. Tout progresse. Mais en fait, moi, je me dis, c'est attendu de moi. On ne peut pas viser moins. C'est pas exceptionnel. Dans le sport, dans les équipes, souvent on dit il y en a un, c'est le rôle modèle. Et en général, lui, il est pas satisfait, même s'il a rempli toutes les cases, il pense à la suivante. En fait. Exactement. Est-ce que toi, t'es aussi dans ce côté anticipation? Bah, c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'étais jeune, je faisais du basket à très bon niveau, puis j'étais meneuse. C'est le seul poste au basket où tu es seul, où tu es souvent capitaine et où tu as un lien avec ton entraîneur particulier. Donc, et tu dois gérer ton équipe, enfin la positionner sur le terrain. En fait, si toi tu vas pas bien, ton équipe va pas bien. Je sais pas si ça m'a formé ou j'étais déjà comme ça, puis ça m'a donné un cadre, je sais pas. Mais oui, quand on gagnait un match, je disais bravo les filles, demain à l'entraînement, quoi. Je pense que je suis comme ça et que voilà, c'est ça qui fait que je crée des projets ambitieux, c'est ça qui fait que j'aide toujours plus de gens et que j'ai de l'impact, mais pas parce que je veux avoir de l'impact, c'est parce que j'ai cette quête en fait. J'imagine que tu dois parfois tirer fort pour motiver les gens, mais toi, qu'est-ce qui te motive, toi? C'est j'allais dire devenir meilleur tous les jours, mais tu vois, c'est un peu plus subtil que ça, c'est un peu la phrase cliché, mais c'est plus profond que ça, en fait. En fait, toutes les actions que je fais, ça a un écho chez moi, à l'intérieur de moi, tu vois. Ouais, c'est pour me développer tout le temps, et aussi, il y a un truc qui me touche beaucoup, c'est de montrer aux gens que tout est possible. C'est pas facile, mais c'est possible. Et du coup, par mes actions, s'il y a quelqu'un qui regarde, puis qui se dit ouais, j'ai ce rêve et puis tout le monde me dit que c'est impossible et j'ai pas de modèle et voilà, c'est compliqué mon environnement. Et ben s'il y a quelqu'un qui voit juste mes actions et qui se dit waouh, ok, c'est possible. Genre je peux être bizarre, je peux être pas parfaite, je peux être ceci cela. Ben en fait c'est possible. C'est dur mais c'est possible. Et du coup, c'est ça aussi qui me touche personnellement. Donc quand je vois quelqu'un qui m'écrit, qui me dit ouais, je t'ai vu en conférence il y a 3 ans, puis depuis j'ai fait ça, ça et ça. Je suis là, waouh, ok. Tu vois là, je me dis, il faut jamais que j'arrête en fait. Faut que je continue, ça c'est mon don. Je parle aux gens, ça les débloque, ça les motive. Ils ont écouté une vidéo, c'est gratuit. Ils kiffent, ils ont acheté mon livre, ils ont des déclics. Et ça me nourrit beaucoup en fait. Tu parles de donner la meilleure version de soi-même. Mais donc, si je comprends bien ce que tu viens de dire, toi, la meilleure version de toi-même, elle est valable 10 minutes et après... Basiquement, ouais, à peu près. Après, il faut... Ouais, parce que moi, dans mes croyances, il faut toujours être en action, toujours être en progression. Enfin, c'est mes croyances et puis la loi de la nature. Donc ouais, je me l'applique avec moi-même. Margot Klein est devenue en l'espace de quelques années un modèle pour des milliers d'entrepreneurs du web. Et si son regard est toujours en train de guetter le futur, c'est parce que la présidente du fonds Héritage est en perpétuelle quête d'innovation.
toi, c'est quoi qui te passionne? En premier, je dirais, c'est l'innovation. Parce que ce qui me passionne vraiment, c'est la relation en fait entre les cycles économiques et les humains d'un point de vue cognitif. Parce qu'un humain, il est composé de deux choses, hein, son intellect et ses émotions, son affect. Du coup, si on n'était que des êtres intelligents, bah ok, on pourrait analyser que les datas, mais on est des êtres émotionnels. Et du coup, ce que j'adore, c'est vraiment comparer les cycles, enfin mettre en relation les cycles économiques et les comportements humains. Tu vois, et puis les changements cognitifs, les comportements cognitifs, les comportements sociaux. Et ça me passionne. C'est un peu perché comme sujet de passion. Mais moi, j'adore, en fait, parce que comme j'arrive à prévoir ou à analyser ce qui va se passer ensuite, eh ben, je peux voir les innovations qui vont fonctionner dans ce cycle suivant économique. Parce qu'une innovation, en fait, le Bitcoin, par exemple, il a commencé vraiment à monter quand ça a été le bon moment, parce qu'il est arrivé un petit peu trop tôt. Et ensuite, 10 ans plus tard, clac. Là, il y a vraiment les vrais use cases, etc. Mais une innovation, c'est vraiment très temporel. Pour qu'une innovation fonctionne, il faut qu'elle soit à la bonne époque. La bonne époque, le bon cycle, les bonnes façons de penser, et puis bam, l'innovation. Et ça, je kiffe. Tu parles de Steve Jobs dans ton livre. Quand lui arrive avec certaines idées dans les années 80, on se dit, attends, il est trop tôt, en fait. C'est ça. Et moi, j'adore. Donc, j'adore. Alors, moi, je suis pas aussi précurseur que Steve Jobs, parce que lui, il arrive 10 ans trop tôt, 20 ans trop tôt. Même, il lance Apple sur l'idée qu'on va avoir des tablettes très fines. Donc, lui, il est là, mais il est 30 ans trop tôt, entre guillemets. Moi, je vais être 2-3 ans. Donc, je sens, clac, je construis l'outil. Et c'est ça que j'aime. Puis tout le monde te dit, non, c'est pas possible. Non. Et j'aime bien. Quand on entend Margot Klein parler de Steve Jobs et d'innovation, on comprend immédiatement pourquoi elle s'est lancée les pieds joints dans la tokenisation avec son fonds Héritage. Et la Suisse a été pour elle un terrain idéal pour ce genre d'activité. La Suisse était le premier pays au monde à créer un cadre légal pour la tokenisation. Donc la tokenisation, tu prends un asset réel, un actif réel, donc immobilier, de l'art, et tu le fractionnes sur la blockchain en petits jetons crypto. Et quand moi j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est le futur du système économique. C'était tout nouveau. J'ai peut-être une entreprise en Suisse qui avait tokenisé son capital action. Et je dis, c'est incroyable. Et voilà, on a commencé à creuser sur ça. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui le font au monde, donc tu t'arrêtes vite. Après, il faut faire marcher ton imagination et voir comment tu peux créer avec cet outil. Donc, de fil en aiguille, on est venu à Héritage. Mais vraiment, ce qui a été fondateur dans Héritage, c'est de pouvoir créer quelque chose, donc un outil moderne, très innovant, mais avec des fondements et des solutions qui étaient ancestrales. Donc, on n'a rien inventé. De manière ancestrale, les communautés, elles se finançaient entre elles. Communautés religieuses ou voisinage, peu importe. Et chacune, se prêtait de l'argent, se finançait, ce machin, ce truc. Il y a encore des gens, des communautés au monde qui font ça. Et ça fonctionne extrêmement bien. Sauf qu'avec la mondialisation, on a arrêté. Et moi, je me suis dit, ça va pas. Parce que les États, ils vont vouloir ou être forcés à revenir au local. Je me suis dit, la tokenisation va nous aider à faire ça. Et du coup, on a voulu créer un système hors banque. Donc, on est sans banque. Donc, il fallait montrer patte blanche pour leur dire, voilà, on n'a aucune banque. Tout est 100% transparent en ligne. Et notre but, c'est que ça soit de l'investissement communautaire, en fait. On vise pas des gens qui ont 3 millions, 4 millions, 10 millions. C'est pas du tout notre cible. Nous, on vise monsieur, madame, tout le monde, comme moi j'étais, comme Sabina elle était, comme la majeure partie des gens sont. On n'a pas 10 millions à investir, la majorité, faut pas déconner. Donc, je me suis dit, ok, ces gens-là, ils ont pas accès aux investissements à vraiment haut rendement. Déjà, il faut s'éduquer financièrement. Et deuxièmement, même si t'es éduqué, t'auras jamais l'argent pour... Il faut avoir les fonds. Ouais. Donc... comme j'ai vécu ça, moi, comme je suis partie de rien, comme j'avais pas d'argent, comme j'ai vu mes parents galérer, je pense que j'ai gardé ça en moi et que ça fera toujours partie de moi, ce côté un peu rebelle sur c'est dégueulasse, tu vois. Donc, je pense que si je venais d'une famille riche, j'aurais pas. Donc, je me suis dit, moi, je veux que les gens, que je croise dans la rue, ma boulangère, je veux que elle puisse investir, tu vois. On donne notre adresse aux investisseurs, notre adresse de wallet, puis ils peuvent tout voir.
Ils peuvent voir quel NFT on a, si on les a vraiment, etc. Et ça, c'est ce que moi j'aimais. Parce que quand tu investis, moi je suis investisseuse, donc l'argent il va où, il est où, il fait quoi, dis-moi quoi, tu vois. Et ça, c'est possible que grâce à la blockchain. Parce que quand tu investis, souvent tu fais un virement bancaire et puis... J'imagine que comme on est dans des affaires financières, tu as même parlé d'aller convaincre les autorités, avoir les agréments pour pouvoir mobiliser l'épargne des gens. Tu as dû convaincre. On a dû surtout expliquer, en fait, parce que convaincre, c'est pas tout à fait juste. On a dû expliquer, parce que c'est nouveau. Donc ils ont jamais vu un projet comme ça, parce qu'on est pionnière. Donc il faut juste expliquer. C'est des gens intelligents, c'est juste que c'est nouveau. Donc là, tu leur dis bonjour, on est sans banque, bonjour, on est crypto, bonjour, on fait un token. Ils sont là, c'est quoi? Tu vois. Donc ils ont besoin de comprendre et c'est normal. Tu vas pas dire ok, ce projet good, j'ai rien à dire si tu comprends rien. Enfin, c'est juste du bon sens. Donc c'était long en fait, mais il y avait pas besoin de convaincre. C'est qu'il fallait toujours donner des nouvelles infos, des nouvelles précisions, des nouvelles clarifications. C'était chiant, mais ça nous a servi. Parce que nous aussi, quand on te pose des questions pour clarifier, tu dois clarifier toi aussi dans ta tête. Et moi, depuis le début, on a décidé de jouer le jeu avec les autorités financières. Donc c'est pas un jeu que beaucoup veulent jouer parce que c'est pénible, parce que etc. Tu dois expliquer, enfin voilà. Mais nous, c'est un jeu qu'on voulait jouer parce que si on veut démocratiser, tu vois, c'est joli de mettre des missions sur son site. Ok, on veut démocratiser l'investissement crypto ou l'investissement sans banque. C'est mignon de mettre des missions, mais après, tu fais quoi derrière pour vraiment le faire? Il faut faire le taf. Donc, si tu bosses pas avec les autorités financières, tu seras jamais démocratisé. Tu vas être sur ta montagne ou sur ta plage ou où tu veux, mais tu pourras pas être pris au sérieux, tu vois. Et là, en Suisse, vous êtes dans un environnement crypto-friendly. Il y a des cantons où on peut payer ses impôts. Ouais, à Neuchâtel. Nous, on est dans le canton de Neuchâtel. Donc l'adoption, elle est même chez le public, l'adoption est déjà en Suisse, oui, plus grande. Et c'est ça qui justifie ta présence en Suisse ou non, t'aimes bien la vue sur pas le lac? du tout. Alors, je suis venue en Suisse par amour, tu vois. Donc, je connaissais pas la Suisse. Je m'en foutais de la Suisse, honnêtement. Je savais, tu sais, comme tout le monde, du chocolat, des fondus, puis des riches, quoi. Puis c'est chiant, tu vois. Bon, j'avais aucun avis sur la Suisse. Et voilà, je tombais amoureuse et je suis venue ici. Après, je suis venue à Montreux, sur la Riviera suisse. Ah ouais, alors là, j'ai dit, mais pourquoi personne nous a dit que c'est aussi beau? Enfin, genre, il y a la France en face, mais pourquoi on nous a jamais montré? Et du coup, je suis tombée amoureuse du cadre. Et après, je me suis dit, ok, est-ce que je peux m'installer là? J'ai regardé, je me suis dit oui. Et c'est que après où j'ai vu qu'ils étaient crypto-friendly et qu'il y avait la tokenisation. Je pense qu'il est temps de passer aux questions des trackers. On va commencer avec celle de Jean-Loïc qui est à fond dans le thème. C'est audio? Oui. Allez. Bonjour tout le monde, ici c'est Gilo from the Blockchain, fondateur de Serendipia Residence, un co-living, coworking hotel tokenisé qui arrive sur Bruxelles très prochainement et d'un fonds crypto tokenisé. Alors aujourd'hui, j'aimerais poser une question à Margot Klein pour son fonds tokenisé. Aujourd'hui, le rôle du régulateur et des régulations est primordial dans un monde crypto qui a été attaqué de scams et de hackage énormes sur l'année 2022 principalement. Des milliards ont disparu. Alors maintenant qu'on peut tokeniser toutes sortes d'actifs, on peut donner accès à des fonds d'investissement comme le tien, Margot, simplement avec un token. Comment trouver le bon équilibre entre donner accès à ton fonds tokenisé à des citoyens partout dans le monde et en même temps être en accord avec le régulateur d'une manière à donner de la sécurité et de la prospérité à tous les gens dans le monde et les crypto-investisseurs qui ont envie de bénéficier de l'exposition à des crypto-actifs. Voilà, ma question pour toi, Margot. Et merci pour ta réponse, au plaisir. Ce que nous on a fait, hein. Donc nous on a joué le jeu du régulateur et de parler au régulateur. Ça veut dire que tu t'engages dans un processus qui prend environ 1 an et tu vas expliquer absolument tout montrer. Parfois tu vas devoir mettre des sécurités. Par exemple, nous on a 2 KYC. On fait un KYC en double au cas où il y en a un qui se trompe. Même les banques ne font pas ça aujourd'hui, hein. Donc on a des sécurités supérieures aux banques. Ça ne sert à rien. À part rassurer, voilà. Donc en fait, il y a des choses qui sont vraiment
inutile que tu fais. Pour les non-initiés, le KYC, dont parle Margot, c'est l'acronyme anglais pour Know Your Customer, soit la connaissance du client, littéralement. Les entreprises, notamment celles actives dans la tokenisation, mettent en place ce qu'on appelle une procédure KYC ou un formulaire KYC, soit un protocole qui permet de vérifier l'identité de leurs clients. Il faut avoir la patience et puis la compréhension et la volonté de vraiment collaborer. C'est pas simplement demander une confirmation aux autorités financières, c'est pas ça, c'est vraiment avoir la patience et l'envie de collaborer et de discuter avec ces gens-là et de comprendre leur point de vue. Pas se braquer quand il y a des incompréhensions ou des jugements de valeur. Parce que souvent dans le monde crypto, les gens ils sont un peu rebelles quoi, tu vois. Ce que je comprends. Donc je comprends ça et je comprends aussi un gouvernement il est fait pour protéger ses habitants en fait. Donc, chacun joue son rôle, tu vois. Les innovateurs jouent le rôle de rebelles et le gouvernement joue le rôle conservateur. Moi, je veux être en communication avec les deux, tu vois. Moi, je veux être un pont. C'est clair que l'argent est une énorme barrière à l'entrée pour ce genre de projet, mais c'est surtout la pression psychologique, mentale, puis vraiment de croire à son projet, d'avoir la foi, de continuer. Et ça, il n'y a pas grand monde qui a les nerfs quoi pour le faire, tu vois. Donc toi, c'est la pédagogie didactique, expliquer, pas entrer dans l'art, mais vraiment expliquer. Pour moi, c'est que ça, oui. Et c'est ça qui marche, hein, vraiment. Et nous, on touche des gens qui nous disent mais waouh, c'est incroyable, personne nous a jamais expliqué ça comme ça. Puis c'est Michel, 45 ans, à Lyon quoi. Mais elle, on s'est toujours foutu de sa gueule. Ouais, je comprends pas la crypto. Bah oui, toi t'es conne, Michel. Et nous on lui explique, on aide les gens à créer leur wallet. Elle dit mais on m'a jamais expliqué comme ça. Merci pour votre patience, merci pour votre gentillesse. Encore hier, il y a quelqu'un sur le compte Insta, tu vois, je lui répondais, là il y a des questions pour télécharger l'application, etc. Puis à la fin, elle me dit, mais merci pour votre patience et votre gentillesse. J'étais là. Tu vois, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi elle me dit gentillesse? J'ai pas été spécialement gentille, je lui ai juste répondu, en fait. Les gens dans la crypto, souvent, on leur répond pas. Donc si t'es pas un geek, si t'es pas dans la crypto depuis 10 ans, t'es nul, quoi. Et on est loin alors de cet esprit de communauté. Bah oui. Tout le monde dit dans la crypto, on va tous se soutenir. Bah commence alors. Arrête de le dire, commence à le faire. Après, il y a aussi l'appât du gain, hein. Ouais, mais alors moi j'ai jamais eu ça, tu vois. Donc c'est ça qui me... Tu dis que t'es dans la communauté, puis finalement tu aides pas les gens. Place à présent au scan du portefeuille de Margot Klein. Margot fait partie de ce qu'on appelle les premiers gagnants du Bitcoin ou de l'Ether. C'est le moment de voir comment investit notre invité de la semaine et surtout, quelles sont les crypto-monnaies qui se retrouvent dans le portefeuille de Margot. Un portefeuille qui surprend par sa simplicité. Ton premier contact avec la crypto, le moment où tu t'es dit « Ah oui, ça arrive », c'était quand? C'était en 2014. 2013, je vois, et puis je zappe. Puis 2014, ça revient. Je me dis « Ah oui, j'ai déjà vu ce truc. » C'était du Bitcoin au début. Ouais. Puis j'ouvre mon compte Coinbase. Puis c'était chiant, tu sais, à l'époque, on n'avait pas l'habitude de faire des KYC où t'envoies ta pièce d'identité. Enfin, c'était un peu, ou alors moi, je sais pas, mais ça m'impressionnait un peu. Fallait mettre ta carte bleue, ton passeport. Et fin 2014, j'achète 100 €. Et je me dis, soit c'est la plus grosse arnaque du siècle, soit ça va tout changer. Et 2015, je continue à faire des recherches. Et là, je me dis, il y a moyen que ça soit très intelligent comme innovation. Et est-ce que de ces premiers investissements, il y a une part de ta richesse actuelle qui est née de là, en fait, ou... Bah oui, c'est sûr que j'ai gagné beaucoup d'argent avec, parce qu'à l'époque, le Bitcoin, il était à 300 €. Donc tu es revenu après à plusieurs reprises. Oui, j'achetais dès que j'avais un petit peu d'argent, je mettais, parce que ma spécialité, c'est quand même de créer des entreprises, de les faire fructifier, de créer des projets, de les faire fructifier. Donc et j'aborde l'investissement vraiment comme ça aussi, tu vois. Donc le Bitcoin, j'ai investi dessus, j'ai attendu, j'ai revendu, comme si tu investis dans une entreprise, tu attends, tu revends. Moi, je fais pas du trading. Moi, je mise vraiment. Donc ma façon d'investir, elle est la même que ma façon de créer une entreprise, en fait. C'est juste que quand tu investis, tu fais presque rien. Et alors, il y a beaucoup de recherches avant? Franchement, ouais. Mais je m'en rends même pas compte, tu vois. C'est tellement j'adore
Parce que quand on parle de miser, j'entends ça souvent chez les jeunes qui viennent, on pense qu'en fait c'est l'histoire de 20 minutes. Non, ça va pas. Quoi. Et ça, ok. Non, moi je joue pas au casino, faut pas déconner. Mais je pense que c'est un message important à faire passer. Ah non, c'est des années. Déjà, avant d'investir dans le Bitcoin, j'ai fait presque 6 mois de recherche, puis après j'ai mis 100 €. Après, il y avait pas les blogs qu'il y a aujourd'hui ou les analyses. Enfin, avant, il y avait rien. C'était en anglais. Donc, je galérais, tu vois. Maintenant, ça te prendrait peut-être une semaine, tu vois. C'est vrai que maintenant, il y a quand même beaucoup d'informations et d'outils, ce qui est pas le cas à l'époque. Donc, c'est vrai que maintenant, tu peux raccourcir les périodes parce que l'information, elle est là. Mais de toute façon, tu raccourcis la période, mais tu arrives toujours à ce point de bascule où tu dis, ok, maintenant je sais, je peux. Ouais. Et toi, c'est quand qu'arrive ce point de bascule? Alors je sais pas, franchement c'est une bonne question, je sais pas. C'est tellement de data que mes décisions elles sont faites sur tellement de données et aussi les comportements humains, tu vois. Donc c'est des faits et puis aussi une analyse humaine. Donc Et ça tranche justement avec l'école Warren Buffett. Ouais, ça, exactement. Lui, moi je suis pas du tout d'accord avec lui en fait. Mais c'est ça. Parce que lui, il est que sur de l'analyse fondamentale. Et dans la finance, ça marchait avant, mais plus maintenant. On dit beaucoup aux gens, arrêtez, mettez vos émotions de côté, rangez ça dans une boîte. Mais encore une fois, les jeunes que moi je reçois, tu peux pas. Ils vont acheter Apple parce qu'ils adorent Apple. Exactement. En fait, Warren Buffett, il est vieux, d'accord. Et lui, à son époque, les gens qui investissaient, c'était des professionnels qui étaient basés que sur l'analyse de data et que sur l'intellect. Il a pas capté que en fait la majorité des investisseurs maintenant, ce n'est pas ça. Maintenant, c'est Romain dans sa chambre qui achète Apple parce qu'il kiffe Apple. Point final. Je veux dire, Elon Musk, c'est l'illustration parfaite. Sa boîte est surcotée. Il fait pas. Enfin, maintenant, il fait des bénéfices, mais pendant des années, il en a pas fait. Est-ce que ça a gêné quelqu'un? Personne. Pourquoi? Parce que les gens kiffent Elon Musk. Est-ce que c'est rationnel ou financièrement intelligent? Non. Est-ce que ça marche? Oui. Et les gens qui disent oui mais c'est bête, ce projet il est bête, ça fonctionne pas. Tu as raison, mais en fait maintenant l'investissement il est comme l'humain, il est avec deux faces. Il faut les prendre en compte et c'est pas en disant ils sont bêtes que ça va changer quelque chose. Donc ça veut dire il faut trouver une façon pour chacun que ça fasse sens. Moi j'ai toujours ça en tête. Donc quand quelqu'un me dit c'est de la merde, je me dis ok. Qu'est-ce que lui, il a pas compris? Qu'est-ce qui ferait sens pour lui? Après, quelqu'un peut dire, je suis pas d'accord, j'ai vu, mais non, je préfère pas. Ça, c'est différent, déjà. Là, on n'est pas là-dedans, tu vois, dans la crypto. Donc, moi, j'ai la vision long terme. Donc, c'est ça qui me sauve. Parce que je sais où on va. Tu investis uniquement en crypto ou tu as d'autres produits d'investissement? J'ai beaucoup en crypto dans plusieurs actifs. Crypto, NFT, tokens, etc. Après, j'ai de l'immobilier, des sociétés. C'est assez, je vais dire basique, oui et non, mais c'est pas, tu vois, c'est classique aujourd'hui dans un portefeuille de quelqu'un de 30 ans, quoi. Et le marché action, est-ce que ça t'intéresse? Non, j'en ai absolument rien à faire. Les seules choses que, tu vois, des fois, pour diversifier ou sécuriser un temps, dans des ETF ou des choses comme ça, diversifiées quoi. Mon erreur, c'est peut-être d'être trop conservatrice. Donc moi je dis je suis conservatrice dans un marché risqué. Mais c'est ça qui fait mon équilibre en même temps, tu vois. C'est-à-dire que tu gardes longtemps. Ouais, je garde longtemps. Qui sont en dépréciation. J'investis pas tout, tu vois. Des fois, je me dis j'aurais pu mettre beaucoup plus sur le Bitcoin. Mais ça fait mon équilibre aussi, donc est-ce que c'est une erreur? Je sais pas, tu vois. Et ton portefeuille crypto, il y a une dominance, Ah ouais, moi je suis assez classique, hein. Je suis pas trop altcoin ou. Donc Bitcoin, Ether. Ouais, des trucs classiques. Je sais, il y a des gens, ils sont spécialisés dans les altcoins ou autres trucs qui sortent ou les. Moi, j'aime bien qu'il y ait soit un token avec un asset réel derrière, comme on fait avec Héritage, donc un vrai truc que t'as fractionné, soit une grosse crypto bien solide, quoi, tu vois. Donc. Et tu la vois aller où, la crypto, en tout cas ton portefeuille? J'attends, on va voir ce que ça va donner les CBDC, là, les cryptos d'État. J'ai pas de stablecoin, je suis pas du tout pour les stablecoins. Je sais que ça peut arriver là, je sais aussi que ça ne peut ne pas arriver là.
Envie de poser une question à Margot Klein ou de réagir à ce podcast? Rejoignez notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'Écho ou écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be. 4 autres professionnels de la finance que sont Laura Roba, Christopher Dembick, Bernard Keppen et Tara Bendo prendront chaque semaine la place de Margot pour nous dévoiler leur stratégie d'investissement dans Tracker Plus. C'était Salim Nesba pour Tracker Plus, le podcast de l'Écho qui scrute la façon dont les professionnels de la finance investissent. Une émission réalisée par Julie Garrigue. Merci d'avoir écouté la rediffusion du podcast que nous avons réalisé avec Margot Klein. La semaine prochaine, c'est au tour de Bernard Keppen, l'économiste en chef de la banque CBC, de nous ouvrir son portefeuille, un portefeuille qu'il aime bien pimenter d'actions dynamiques.